Hi everyone, bonjour. Bonjour tout le monde. Hi everyone. Bienvenue à Queeriser la prévention et l'intervention, ce que le secteur de la violence genrée doit connaître. Et je m'appelle Hélène Bigradi-Tirisac et j'utilise le pronom elle et je travaille auprès de la Fondation canadienne des femmes. Je me trouve en ce moment sur ce qui est maintenant connu sous le nom de Montréal, qui est le territoire traditionnel euh, des, de Kanyenyankaha, Haneonashi, Anishinaabe. Et je vais commencer puis passer la parole à Faye Johnson de Wisdom to Action. La Fondation canadienne des femmes et les organismes qu'elle soutient mènent leurs activités sur les territoires traditionnels des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Nous sommes reconnaissantes de la chance qui nous est donnée de nous réunir et de travailler sur ces terres. Nous savons toutefois que les reconnaissances territoriales ne suffisent pas. Nous devons constamment rechercher la vérité, la réconciliation, la décolonisation et les alliances dans le cadre d'efforts continus pour redresser l'ensemble de nos relations. Si vous ne connaissez pas la Fondation, il s'agit d'une organisation leader au Canada pour l'égalité entre les genres. Nous travaillons pour essayer d'atteindre des changements systémiques. Quelques détails techniques. Si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur les options d'interprétation dans le bas de votre écran et choisissez la langue de votre choix. Nous avons des interprètes avec nous aujourd'hui pour nous assurer que tout le monde soit entendu et compris. Donc, veuillez choisir soit la langue française ou anglaise dans les options au bas de l'écran. Il y aura aussi des sous-titrages à faire en français et en anglais aujourd'hui. Veuillez suivre les liens qui se trouvent dans la boîte de chat. Si vous avez des questions, veuillez les écrire dans la boîte Q&A, donc Q et A pour les questions et réponses. Et nous allons répondre à toutes vos questions à la fin de la séance pour nous assurer de répondre au plus de questions possibles. Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous écrire dans la boîte de chat et nous allons faire notre possible pour vous soutenir. Avant de passer la parole à Fille, je vais vous donner un petit peu de contexte. Donc, dans le cadre de notre projet pour rendre les communautés plus résilientes, nous avons travaillé avec l'équipe incroyable de Wisdom to Action pour essayer de vraiment aller attendre les voix de la communauté 2SLGBTQ+ au Canada. Et nous voulons équiper le secteur, leur donner les outils pour s'assurer que les expériences, le vécu des personnes de LGBTQ+, soient reconnues dans notre travail. La quantité de violences genrées a beaucoup augmenté depuis la pandémie, jusqu'au point où l'ONU a nommé cette pandémie une pandémie de l'autre. Et puis, nous savons que la violence fondée sur le genre est beaucoup vécue par les femmes cis, mais il faut mettre la lumière sur cette violence qui existe aussi et qui est aussi en augmentation dans la communauté LGBTQ+. Et ces tendances troublantes ne sont pas surprenantes. Dès qu'il y a des stress, que ce soit à cause de changements systémiques, de crises économiques ou sociales, la violence fondée sur le genre augmente. Le projet pour rendre les communautés plus résilientes remarque que des mesures doivent être mises en place. Ces mesures doivent être intersectionnelles et inclusives et reconnaître la diversité des membres des collectivités. Maintenant, je vais passer la parole à Faye Johnson de Wisdom to Action qui va un peu animer notre panel aujourd'hui sur queeriser la prévention et l'intervention en matière de violence fondée sur le genre, ce que le secteur de la VGF doit savoir. VFG, pardon. Bonjour, je m'appelle Faye Johnston. J'utilise les pronoms elle et yel. Je suis sur le territoire Anishinaabe qui est en ce moment connu comme Ottawa. J'ai l'honneur d'être la directrice exécutive de Wisdom to Action et ça nous fait vraiment plaisir de travailler auprès de la Fondation canadienne des femmes sur ce rapport et je suis tellement excitée par rapport à la conversation qu'on va avoir aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de prendre du temps de votre journée aujourd'hui pour vous joindre à nous. On vous encourage en tant que public de participer à la conversation, d'écrire des questions, d'écrire dans le chat, mais on vous invite aussi à essayer de garder un espace pour tout le monde. Nous ne pouvons pas et n'allons pas tolérer les commentaires racistes, transphobes, homophobes ou toute forme de haine. Donc, vraiment, ce ne sera pas accepté. Donc, on veut que ce soit un espace sécuritaire. Donc, pour vous donner un petit peu plus de contexte sur la conversation qu'on va avoir, Wisdom to Action a fait de la recherche sur la violence fondée sur le genre, soit VFG,
et qui est vécu par la collectivité de LGBTQ+, qui signifie les personnes bispirituelles, gays, lesbiennes, queer, non-genrées et plus au Canada. Et puis, nous avons travaillé auprès de leaders de différentes collectivités et c'est grâce à leur connaissance et à leur sagesse qu'on aurait pu réussir à créer ce rapport qui s'appelle « Queeriser la prévention et l'intervention en matière de violence fondée sur le genre, ce que le secteur doit savoir ». Donc, on veut vraiment avoir un impact positif et particulièrement, on voulait voir le vécu et l'expérience des personnes de couleur, des personnes racialisées, les immigrants, les jeunes personnes, les travailleurs du sexe, les personnes handicapées. Donc, on veut vraiment que ce soit inclusif de toutes sortes que le rapport voulait vraiment être inclusif de toute une diversité de gens. Puis, on voulait vraiment parler de la violence interpersonnelle, de la violence sexuelle, du harcèlement sur la rue, puis vraiment vraiment refléter l'impact sur les personnes et vraiment réussir à avoir non seulement des instances, mais aussi, en gros, tous les événements qui se produisent. Donc, on veut vraiment s'assurer qu'on puisse reconnaître les manquements, les lacunes dans nos programmes actuels. Et puis, on veut essayer de regarder des pratiques prometteuses pour offrir des conseils auprès des fournisseurs de services et des personnes qui font ce type de travail pour vraiment s'assurer que les mesures prennent vie d'une façon qui soit aidante. Donc, on a aussi préparé une trousse d'outils qui fait seulement 12 pages, qui donne vraiment des astuces pour les organismes, pour les fournisseurs de services. Le rapport et la trousse d'outils sont maintenant disponibles sur le site de la Fondation canadienne des femmes et vous pouvez suivre le lien dans la boîte de chat pour regarder le tout vous-même. Maintenant, la conversation qu'on attend tous, je vais présenter chacune de nos panélistes aujourd'hui. Nous allons commencer la conversation. D'abord, j'aimerais présenter Debbie Uzuachia, qui est du Centre canadien pour la diversité sexuelle, qui est une féministe noire exceptionnelle qui a fait qui a eu énormément de rôles, que ce soit pour offrir des conseils ou faire de la gestion de programmes ou de projets. Elle travaille maintenant pour le Centre pour la diversité sexuelle au Canada et elle est passionnée pour le développement international et pour l'égalité entre les genres. Elle travaille auprès de différents organismes féministes, auprès de refuges pour femmes et aussi elle a travaillé auprès de la planification parentale d'Ottawa. Ensuite, nous avons Félix Gilliland qui travaille avec le centre Guava. Je suis désolée si j'ai mal prononcé ton nom de famille. J'ai vraiment essayé très fort, mais j'ai toujours beaucoup de difficultés avec ce genre de choses, donc je m'excuse. Donc, elle est blanche, elle travaille elle est située sur le territoire de différentes nations autochtones et inuites et elle travaille pour le changement social auprès des jeunes pour essayer de fournir des services précis pour répondre aux cas d'agression sexuelle. Elle offre différents services sur le côté est de la ville de Vancouver et elle croit vraiment que le féminisme devrait s'aligner pour inclure les personnes trans et les travailleurs et travailleuses du sexe. Ensuite, il y a Émilie qui est la directrice exécutive de la Fondation canadienne. Et elle travaillait à l'Université d'Ottawa pour un programme pour les réfugiés. Elle a travaillé en immigration, en droit de l'immigration, pardon, et elle travaille dans l'Ouest, tout comme dans l'Est du Canada. Et maintenant, elle habite à Ottawa, où elle a 2 enfants et un partenaire. Elle est passionnée par le pouvoir de la collectivité. Elle veut vraiment poursuivre les mesures qui permettent aux collectivités de se lever à partir des racines vers le haut partout à travers le pays. Elle aime beaucoup aussi lire beaucoup et si vous avez des suggestions de lire un livre, vous pouvez les partager avec elle. Merci Debbie, Émilie et Félix. Je suis vraiment honorée et heureuse que vous nous offriez votre temps aujourd'hui. Avec tout ceci, commençons la conversation. Notre première question pour aujourd'hui est ceci. Nous savons que les personnes de LGBTQ+, sont impactées de façon disproportionnée par la violence fondée sur le genre et vivent aussi cette violence d'une façon distincte. Comment est-ce que vous voyez la violence fondée sur le genre impacter
les personnes les plus marginalisées et la collectivité LGBTQ+. Émilie, aimerais-tu commencer? Oui, je vais commencer. Bienvenue tout le monde et merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis vraiment excitée de parler avec ceci, particulièrement en étant une féministe queer et noire. Donc, soyez patiente avec moi parce que vous allez voir mon excitation ressortir. Puis, je suis vraiment heureuse de faire partie de cette conversation. Il y a des personnes qui vont vraiment voir ce type de violence genrée comme étant quelque chose qu'on voit à l'extérieur de ce qui est fondé sur le genre parce que ça affecte les personnes de LGBTQ+. Alors que c'est pas le cas. Puis c'est comme si on percevait la violence qu'on vit comme étant quelque chose qui ne nécessite pas l'intervention du féminisme. Mais moi, en tant que femme noire et queer, je crois vraiment que le féminisme doit intervenir. On ne peut pas séparer le genre des problématiques L2 LGBTQ+. Et puis, comme un professeur de l'Université d'Ottawa a dit, être une personne de LGBTQ+, c'est intrinsèquement, c'est relié au genre, donc ça ne peut pas être séparé. Donc, la discrimination qui est vécue par les personnes trans et non-binaires, c'est parce que notre non-conformité aux normes de genre vont vraiment être attaquées. Donc ça va très coin. Ça peut être à quoi ressemblent nos corps, comment on s'habille, de quoi on a l'air, avec qui est-ce qu'on a du sexe, avec qui est-ce qu'on décide de ne pas avoir de sexe. Donc, tous les choix qu'on fait en vivant cette non-conformité poussent la suprématie blanche, les limites de la suprématie blanche. Donc, ça crée une réaction dans ce type de société. Puis, souvent, la réponse est violente. Donc, ça peut se retrouver dans les mots, ça peut se retrouver dans des pratiques de torture, ça peut se retrouver dans de l'intimidation, des agressions sexuelles ou même le meurtre. Donc, c'est quelque chose qu'on voit souvent. C'est une violence qui est faite contre les personnes qui ne se conforment pas aux normes du genre. Donc, nos normes de genre complètement construites par la société sont fondées sur une compréhension blanche et suprémaciste du genre et de la sexualité, alors que notre compréhension du genre est complètement déformée à cause de ce passé. Puis c'est quelque chose qu'on va voir vraiment dans les territoires traditionnels sur lesquels on vit aujourd'hui. En tant que femme noire, je vois souvent des cas de viol. Le viol, c'est toujours par rapport au pouvoir, mais c'est aussi le pouvoir. C'est un acte qui est très violent. Puis, c'est un acte qui s'assure que une personne agisse comme une femme. Le fait de s'assurer qu'une personne agisse comme une femme, ça veut dire que en faisant cette violence envers elle, en ayant du sexe forcé, on s'assure qu'on fait ça. Donc ça vient vraiment de côté. On parle vraiment de misogynie aussi, même de misogynie noire, qui est une forme de misogynie particulière parce que notre système a vraiment mis toutes sortes d'obstacles aux femmes noires, que ce soit l'accès aux soins de santé, l'accès à la résidence. Ce qu'on a fait avec très peu d'options en termes d'emploi. Et parfois, on va être poussé vers des emplois qui vont être comme le travail du sexe et plus souvent les conditions de travail du sexe dans lesquelles on est ont vraiment des lacunes en matière de politique et de loi au Canada, font en sorte que les femmes noires se retrouvent tout le temps dans positions où elles peuvent être vraiment vulnérables. Puis, je pense que simultanément, on critique beaucoup il y a à la fois énormément de désirs et de critiques envers la sexualité des femmes noires. Donc, on veut commémorer les vies de ces femmes-là dans la journée de souvenir des femmes noires trans. Je pense que c'est vraiment très intentionnel, en fait, ce manque de protection au niveau des politiques. Donc, la violence, c'est genré, c'est systémique, on le voit à la maison, on le voit dans l'école, on le voit sur la rue, puis particulièrement si on continue d'avoir cette mentalité qui existe beaucoup dans notre société, que toutes les personnes queer et trans qui sont blancs et noirs on poursuit cette idée que les personnes noires et brunes n'existent pas. Puis, on veut aussi parler, en fait,
Il y a différents types de violences vers lesquelles on est poussé qui vraiment nous obligent à être vraiment très résilients puis très criants dans nos réactions face à cette violence qui est vécue. Je pense que tout le monde, particulièrement les personnes trans et queer, ont besoin de ce soutien. J'aime beaucoup ce que tu as fait ici. Je pense qu'effectivement, on segmente beaucoup la transphobie et l'homophobie comme si c'était des choses complètement différentes de la misogynie et de la suprématie blanche. Donc, merci d'avoir vraiment dépeint cette ressemblance. C'est vraiment phénoménal. Émilie, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Oui, je pense que ce que je vais faire pour commencer, c'est dire à tout le monde que je suis aussi sur le territoire non cédé Algonquin-Anishinaabe. Je ne l'ai pas dit dans mon introduction, donc je voulais m'assurer que les gens le sachent que je suis, que l'endroit où je suis est un endroit qui a été colonisé et qui est connu sous le nom d'Ottawa. Et je pense que ce que Debbie a dit vraiment, ça établit le fondement sur ce qu'on essaie de faire parce que notre organisation travaille près des femmes criminalisées et des personnes de la diversité des genres qui sont systématiquement exclues et délibérément exclues des collectivités et marginalisées. Et c'est pour cette raison que nous essayons de viser un monde sans prison comme réponse à tout ce que Debbie a exprimé, qui est vraiment, vraiment une faute, une lacune dans la façon dont on réagit en tant que société par rapport pour réagir contre la transphobie, le colonialisme, l'homophobie et tous les effets qui ont découlé de toutes les façons dont les personnes sont opprimées et continuent d'être opprimées. Alors, le bureau de la correction pénale fédérale, qui est un organisme qui est, on dit, désigné pour femmes et hommes parce que même le système de prison est très binaire. En prison, traditionnellement, les gens étaient placés en prison selon leur sexe. Donc, si tu avais un pénis, tu étais placé dans une prison. Si tu as un vagin, tu étais placé dans une autre prison. Donc, les gens étaient placés vraiment particulièrement à cause de leur sexe. Et maintenant, on dit désigné pour les hommes et désigné pour les femmes parce qu'on sait maintenant, et on a su depuis longtemps, qu'il y a des personnes bispirituelles qui se retrouvent dans les deux prisons. Il y a des gens qui sont non-binaires qui se retrouvent dans les deux prisons. Il y a des femmes trans qui se retrouvent dans les deux prisons. Il y a des hommes trans qui se trouvent dans les prisons pour femmes et ainsi de suite. Donc, en 2019, à notre rencontre annuelle avec la Société canadienne Elizabeth Fry, qui était connue comme étant un sondage. Je ne suis pas certaine de ce qu'elle a dit. Et puis, il faut se rappeler qu'on sert plus que les femmes cis dans le travail qu'on fait. Il faut qu'on soit en mesure de réagir à tous les besoins de la communauté et connaître et savoir que la collectivité de LGBTQ+ vit toutes sortes de violences et il faut le reconnaître et faire attention au vocabulaire qu'on utilise parce que les mots qu'on utilise peuvent être vécus comme de la violence parce que ça les exclut de façon délibérée du travail qu'on fait. Donc, je pense que si on veut vraiment être honnête par rapport à ça, ça prend énormément de travail pour aller de l'avant, pour s'assurer que nos centres qui sont traditionnellement qui étaient établis pour les femmes soient mieux et soient plus inclusifs et agissent mieux. Donc, pour revenir sur l'idée des prisons, l'Ombudsman des prisons a sorti dans un rapport de 2021, peut-être que je me trompe pour la date, peut-être que c'était 2020, les années de la pandémie de COVID se sont toutes mélangées ensemble. Enfin, 2020 et 2021, dans leur rapport annuel, l'Ombudsman a vraiment souligné les occurrences de violences sexuelles et puis ça se produit beaucoup dans les prisons et les personnes qui sont les plus vulnérables à la violence sexuelle ou à la coercion sexuelle dans le système pénal sont les personnes qui sont perçues comme étant les personnes les plus vulnérables à la violence dans la communauté générale. Et ça veut dire les femmes, à la fois cis et trans, les personnes non-binaires, les personnes bispirituelles et les hommes trans.
Et ça, c'est vraiment juste la pointe de l'iceberg par rapport à tout le travail qu'on doit faire. Et notre gouvernement s'embarque dans des recherches pour voir quelle est la situation dans les prisons. Et puis, je ne peux pas laisser de côté la violence qui est perpétuée par l'État quand on parle de violence fondée sur le genre, parce que l'État est complice dans ce type de violence, particulièrement pour les personnes avec qui l'organisme pour lequel je travaille collabore, les personnes qui sont criminalisées. On voit de plus en plus de personnes qui sont criminalisées qui proviennent des collectivités de LGBTQ+, et qui sont à l'intersection de toutes sortes de formes d'oppression, qui sont les personnes que tu as mentionnées, Debbie, et qui sont les personnes dont on va parler probablement plus tard aujourd'hui aussi. Donc, à travers nos remarques aujourd'hui, j'espère nous ramener vers un concept qui, je crois, parfois est un peu mélangé. C'est l'idée du féminisme carcéral et du féminisme. Et ce sont deux choses complètement différentes. Le féminisme carcéral est une réaction, en fait, à la violence qui est vécue particulièrement par les femmes cis dans le milieu carcéral. Et la réaction doit être plus d'intervention par l'État, plus d'intervention policière et ainsi de suite. Mais comme on sait, pour les personnes qui sont souvent punies et surveillées par la police, le féminisme carcéral est en fait une réaction très violente à la violence fondée sur le genre, à la violence que ces personnes vivent. Donc, je veux aussi faire ressortir l'idée des collectivités qui prennent soin de leurs membres, parce que je suis vraiment engagée profondément à bâtir des collectivités, parce que je pense que si on veut parler comme il faut de la violence fondée sur le genre sans se tourner vers des réponses carcérales, il faut vraiment qu'on mette au centre l'idée de comment est-ce qu'on prévient les gens, comment est-ce qu'on prévient la violence envers les gens, comment est-ce qu'on empêche les gens d'être blessés dans notre propre collectivité. Je pense que ça, c'est vraiment la meilleure façon de commencer cette conversation. David, tu as vraiment parlé du système dans son ensemble et de comment est-ce que ce système impacte les personnes trans et non-genrées et comment est-ce que... Et j'aime aussi ce qu'Emilie a amené avec l'idée que l'État est aussi complice avec tout ça. Je pense que c'est vraiment une contribution merveilleuse à cette conversation qui est souvent délaissée. Donc, Félix, je vais t'amener dans la conversation, mais je vais te poser une question différente, mais sens-toi à l'aise de rajouter par rapport à ce que Debbie et Émilie viennent de partager. Mais je sais qu'à travers ton travail, dans les premières lignes vraiment pour combattre la violence genrée, la violence genrée est souvent comprise comme étant un archétype blanc, cisgenre. C'est vraiment la femme cis blanche qui est abusée par un homme cis blanc. Donc, et ça, des fois, ça fait en sorte qu'on ne va pas reconnaître la violence genrée comme étant de la violence genrée pour les personnes de la communauté de LGBTQ+. Donc, à tes yeux, comment est-ce que cette problématique se présente dans le travail? J'adore cette question. J'étais tellement excitée de voir cette question. C'est vraiment génial de pouvoir se rendre vraiment au cœur de ce qu'on parle aujourd'hui. Donc, j'utilise toujours des guillemets quand je parle de queer and trans parce que d'inclusivité, pardon, parce que comment est-ce qu'on vraiment on va prendre les gens puis vraiment les placer dans ce cadre qui existe déjà. Donc, je veux dire, si j'avais un TED Talk là-dessus, ce serait vraiment de regarder comment est-ce que les réactions qu'on a et la conversation, la compréhension de la violence qu'on a n'est souvent pas pensée pour les personnes queer et trans. C'est généralement pensé pour les femmes blanches, cis et hétérosexuelles. Donc, quand on parle vraiment de la violence genrée dans les collectivités du LGBTQ+, je vais être honnête avec tout le monde, je pense que c'est pas toujours quelque chose de facile. C'est pas facile d'en parler parce que des fois, je veux trop être protectrice de cette... Donc, la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce qu'on parle d'une collectivité de gens qui sont tellement stigmatisés, qui sont tellement pathologisés dans nos relations, dans nos collectivités. Puis là, on commence à peine
à utiliser, à aller au-delà de l'idée que la queerness, que c'est des gens qui se font du mal à eux-mêmes juste en étant en relation ensemble. Donc, moi, ça fait à peine une génération au moins que les personnes queer étaient enfermées dans des centres psychiatriques simplement pour être elles-mêmes. Donc, lorsqu'on pense à ça, c'est vraiment très facile de savoir pourquoi est-ce que ces conversations-là n'ont pas lieu. Et je le dis parce que de un, je veux pas qu'on se promène en se disant que les personnes queer ne savent pas c'est quoi la violence interpersonnelle ou qu'on ne sait pas comment en parler, juste parce qu'on n'en a pas parlé dans vraiment le grand discours public, mais aussi parce que lorsqu'on parle de violence au sein de nos collectivités, je me sens toujours très consciente de hey, ce sont les gens qui écoutent. Je sens que je suis hyper consciente du fait que ces conversations-là peuvent faire ressortir des traumatismes. Donc, c'est pour ça aussi que je veux vraiment qu'on comprenne d'abord au niveau de l'État et de la violence politique. Lorsque j'enseigne des ateliers, souvent, je vais montrer ça comme étant un petit diagramme de Venn où il faut comprendre d'abord la violence qui est perpétuée par l'État, particulièrement si on vient d'en dehors de la collectivité. Donc, lorsque je parle de la violence perpétuée par l'État, je parle de la police, des obstacles vécus au niveau du système de santé par les personnes queer et gays. Donc, là, ce qu'on réussit à enlever d'abord, cette première couche de violence, là, vraiment, on peut peut-être regarder qu'est-ce qui se passe vraiment dans la vie des personnes qui est venue se présenter pour ce service. Donc, je ne pense pas que quoi que ce soit de mal avec l'idée de venir venir, ah, allô, je viens de me faire blesser par mon partenaire queer. C'est peut-être important de commencer par voir quel est le rapport interpersonnel entre ces deux personnes-là, mais si on fait juste ça, je pense qu'on manque tout le contexte qui est ultra important par rapport au traumatisme et à la violence qui est perpétuée par l'État. Donc là, ça, c'est un peu ce que je veux parler. Donc, c'est un peu l'idée de comment est-ce qu'on cadre la façon dont on pense de la violence genrée. Et il y a toutes sortes de façons dont on peut vraiment parler de ça. Mais une des façons dont j'aime bien penser, j'aime ça parler ça de la perpétuer parce on a survécu. Il y a des gens qui causent des torts et il y a des gens qui survivent des torts. Ce sont deux catégories, mais souvent, une des premières choses qu'on fait quand on travaille avec les personnes trans et queer, à cause de tout ce système, ça fait en sorte qu'on va arrêter ce mythe-là tout de suite et comprendre que ces deux catégories-là peuvent être la même personne, peuvent avoir un déchevauchement. Donc, tout comme les femmes noires et de la diversité nous ont dit depuis des décennies et des décennies. Je pense qu'il faut vraiment garder en tête cette espèce de féminisme anti-violence où on veut créer des milieux sécuritaires pour les gens. C'est comme cette espèce d'idée où on se dit on va tous se regrouper comme étant des personnes sécuritaires, des personnes qui se soucient des autres, puis on va foutre tous les autres dehors. Mais en fait, c'est comme si on voyait seulement une forme de tort qui est faite. Donc, lorsqu'on est dans un espace genré ou non genré, des fois, on ne va pas voir comment est-ce que cet espace-là va vraiment parler du classisme ou du racisme. Donc, je pense que non seulement c'est pas utile, mais en plus, on manque une occasion si on pense, OK, comment est-ce qu'on peut garder les gens qui sont tous sécuritaires dans notre petit club sous un seul toit? Je pense que c'est une opportunité manquée de penser à la façon dont la violence est cyclique. Les gens qui vivent de la violence souvent se retrouvent à perpétuer de la violence sur d'autres personnes. Donc, il y a vraiment une opportunité manquée lorsqu'on ne parle pas de cette espèce de cycle-là, puis comment est-ce qu'on peut briser les cycles de la violence. Donc, ça, c'est très lourd. C'est très intellectuel, mais j'ai d'autres idées un peu plus pratiques. Souvent, je dis, si vous voulez trouver une façon de commencer, essayez de penser à comment est-ce que maintenant, quelqu'un qui vient chercher vos services et vous dit, ah, cette personne m'a blessé, puis là, cette personne-là veut aussi venir obtenir vos services. Donc, il faut penser à quoi est-ce que ça va ressembler, parce que si vous servez une population qui est trans et queer, ça va probablement se produire, que vous allez servir à la fois les victimes et les perpétrateurs. Donc,
Donc, de penser aux façons dont cette histoire qu'on se raconte est vraiment super intégrée dans les structures, la façon dont on perpétue cette histoire, j'ai l'impression que c'est vraiment comme très court, là. On écrit nos demandes de bourse, puis on connaît le jargon. Et je pense qu'on peut vraiment se retrouver dans des conversations plus profondes avec les personnes qui gardent les moteurs, qui font rouler les moteurs pour vraiment faire des activités programmées, les messages qu'on sort dans les communautés, que ça soit plus. Je pense qu'on peut faire mieux pour essayer de faire ressortir comment est-ce que la justice criminelle est complètement engrenée là-dedans aussi. Je pense que cette table ronde est vraiment un bon exemple. Il y a vraiment des conversations incroyables entre les organismes non lucratifs et les personnes. Donc, en tout cas, merci. Non, merci beaucoup pour tout ça. Émilie et Déby, je vais ouvrir la conversation si vous voulez aussi sauter là-dessus. Comment est-ce que les organismes qui ont peuvent surmonter ces obstacles pour je vais aller répondre vraiment rapidement. Je voulais juste dire que pour donner suite à ce que Félix disait, cette perpétuation, ce cycle de la violence du perpétreur et de la victime, c'est quelque chose dont je parle souvent à cause du travail qu'on fait. La plupart des personnes qui sont criminalisées ou qui sont en prison sont des survivantes de différentes formes de violence dans leur vie, que ce soit de la violence sexuelle, physique, émotionnelle, financière et même fédérale ou provinciale. Donc, il y a vraiment un désir réel de parler de la victime, entre guillemets, parfaite. Et ça, c'est la personne qu'on veut protéger. Et c'est vraiment à la racine de tout ce qu'on fait à la Société Elizabeth Fry parce que les gens avec qui on travaille incarne ce qu'on vient de discuter dans cette zone grise où les gens qui ont été blessés et les gens qui ont blessé. Et ça me ramène à cette idée d'une collectivité qui veut prendre soin d'elle-même et de ses membres. Qu'est-ce que ça veut dire de réagir au tort qui recentre l'expérience, le vécu des gens qui ont vécu la violence elle-même? Qu'est-ce qu'on peut faire en faisant preuve de créativité et d'innovation qui s'éloigne de cette compréhension cis-normative et hétéronormative de la violence. Et particulièrement lorsqu'on parle de financement et de bailleurs de fonds, j'ai cette conversation avec tous nos bailleurs de fonds parce que toutes les personnes ont cette espèce de tabou autour de la criminalisation, puis j'aimerais avoir des conversations plus profondes sur comment est-ce qu'on peut continuer d'avoir ces grandes conversations un peu, disons, détaillées pour le travail qu'on fait parce que il y a probablement des bailleurs de fonds traditionnels qui ne vont pas financer notre travail à cause de ça. Mais je dois dire que la Fondation canadienne des femmes et Gender Equality and Youth ont vraiment été géniales à comprendre les nuances de notre travail. Ils nous ont vraiment aidés à faire un travail important. Mais on a encore énormément de travail à faire, et même au sein de notre propre organisation, parce on s'est situé comme étant encore dans ce système binaire parce qu'on s'occupe des femmes et des personnes de la diversité des genres, mais ça nous met encore dans la catégorie où on n'inclut pas les hommes cis. Donc, on continue de voir le travail qu'on fait comme étant un travail de protection, puis ça se fonde un peu sur un genre de modèle de sauveteur des personnes vulnérables. Et puis, on n'arrive pas vraiment à avoir des conversations sur comment est-ce qu'on peut créer des collectivités qui incluent des conversations avec les gens qui ont été auteurs de violences. Et les femmes et les personnes de la diversité des genres sont en fait encore plus criminalisées lorsqu'elles font elles-mêmes de la violence sur leur partenaire parce que, et particulièrement pour les femmes cis, il y a cette espèce d'histoire sur ce qui est le modèle d'une bonne femme, d'être une bonne femme. Puis si tu ne fites pas dans ce modèle-là, si tu n'es pas féminine,
et ça peut vraiment aller partout dans le spectre du genre. Là, tu es encore plus puni pour ça, pour cette non-normativité. Donc, il y a énormément de conversations qu'il faut qu'on aille à travers le secteur et je suis tellement heureuse que vous nous ayez invité parce que c'est tellement rare qu'on ait invité à des conversations sur la violence genrée. Déby, je te passe la parole. Merci beaucoup. Je veux juste dire que j'adore cette conversation. Et avant de plonger, il faut que je souligne. Je vais dire ceci, puis je veux juste dire que c'est pas une compétition lorsqu'on fait ce travail-là. Lorsqu'on parle des personnes queer et trans, il n'y a pas de compétition. Et je le dis comme étant quelqu'un qui a fait beaucoup de travail d'activisme depuis longtemps et qui a aussi fait des politiques informées par le public. Lorsqu'on parle de ces questions-là, il y a comme beaucoup d'anxiété qui ressort, les gens se sentent perdus. Et je pense vraiment que c'est important de vraiment se donner de la place à ces sentiments-là. Pourquoi est-ce qu'on pense à ces sentiments? Pourquoi est-ce qu'on se sent si, traumatisé lorsqu'on parle de cisnormativité, de personnes LGBTQ+. Il faut vraiment parler de ces sentiments-là. Ça va aller nulle part si on ne prend pas la place. Il faut être confortable avec l'idée d'être inconfortable. Après avoir dit ça, je pense que s'il y a une chose qui dirait, là, ça c'est moi qui porte mon chapeau d'activiste, nos histoires et les histoires des survivants, survivantes, et les histoires des personnes qu'on essaie de qui on essaie de défendre les droits, ce sont les testaments de notre pouvoir. Ça a vraiment créé un changement historique dans les années 70 sur comment est-ce qu'on comprend la violence et comment est-ce que la violence est politique. Et cet archétype avait un objectif et ça a fonctionné et ça a réussi à mobiliser les masses par rapport au féminisme, par rapport à ce que les féministes essayaient de dire dans le temps et ça a réussi à forcer la main de nos gouvernements pour réussir à prendre la question sérieusement. Puis l'histoire qui a été créée autour de cet archétype, ça nous a permis de financer les premiers refuges au pays. Puis le mouvement des refuges pour femmes a commencé. Et après avoir dit ça, et je pense que Félix l'a dit, l'archétype aussi, ce que ça a fait, c'est une autre compréhension de la violence, que ce soit transphobique, homophobe, et aussi, comme Émilie avait mentionné, pour les personnes qui reçoivent de la violence ou qui effectuent de la violence, il y a comme un cycle là-dedans. Et cette espèce d'histoire de l'archétype, je suis vraiment heureuse que les gens parlent du financement aussi. Ça fonctionne pour une raison. C'est une histoire qui est très puissante et ça a un pouvoir politique qui est derrière tout ça. Nos preneurs de décision jusqu'à aujourd'hui au gouvernement continuent encore de mieux réagir à ce stéréotype particulier ou à cet archétype particulier. Puis on le voit dans les approches politiques, mais aussi les personnes qui offrent des dons, les personnes qui font des dons réagissent mieux à cet archétype. Je ne sais pas si c'est une question de l'œuf ou la poule, qu'est-ce qui est arrivé en premier, je ne veux pas y penser nécessairement. Je pense que c'est simplement culturel, mais ce qui est important avec la culture, c'est que ça peut vraiment changer à travers le temps au fur et à mesure que les activistes et les personnes qui sont vocales changent. Donc, si on veut se retraumatiser avec tout ça, il faut qu'on diversifie les histoires. Il faut qu'on le fasse d'une façon qui est éthique. Il faut que les histoires soient racontées par les personnes qui méritent de les raconter, essentiellement. Mais je pense que quand on parle de ça aussi, et là, on revient un peu à ces conversations que j'ai eues dans cet espace où il fallait que je dise que c'est pas une compétition, qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il faut aussi reconnaître que lorsqu'on parle d'histoire, de la diversité qui permettent aux personnes queer et trans de parler de leur vécu, de leur expérience avec la vacance, les femmes cis, ça va vouloir dire qu'il va falloir qu'on ait des histoires. Et il faut aussi que nous, les femmes cis, qu'on soit les personnes qui perpétuent de la violence. Et puis ça, ce n'était pas le cas avant. Et là, je pense que cette peur de aussi ressortir dans ces histoires comme étant des sources de violence, il faut qu'on se sorte de cette peur-là, parce que je pense que n'importe qui cause des torts peut être une victime aussi et vice-versa. Donc, je pense que c'est important d'en parler lorsqu'on raconte une histoire et c'est aussi le pouvoir de raconter les histoires. Je pense qu'il y a aussi quelque chose à dire par rapport au pouvoir relatif, et je dis relatif, du secteur de la violence genrée, des services auprès des personnes qui survivent de la violence genrée. Donc, lorsqu'on parle lorsqu'on demande du financement, lorsqu'on se demande des changements au niveau des politiques, les fois, on a parlé beaucoup
faut parler aussi de ce que font les organismes grassroots avec très peu d'argent ou même aucun financement et même sans faire part du mandat de l'État. Donc, je pense que ces histoires, je pense à Kind Space, qui est un centre pour les personnes LGBTQ+, qui veut juste rassembler les gens, qui fait du travail de crise à cause de ce manque de ressources. Donc, ces histoires ont aussi besoin d'être racontées. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut être fait collectivement pour s'assurer que les histoires sont racontées d'une façon qui peut vraiment changer la compréhension et la culture de notre compréhension de la violence. Parce qu'il faut vraiment qu'on se combatte tous pour la même chose, qui est un monde sans violence. Et je pense que oui, c'est toujours, il nous manque déjà du temps. C'est toujours le problème avec les tables rondes. Donc, ma petite contribution, mes deux petites contributions rapides. Souvent, je pense qu'on a beaucoup de patience et on se soucie beaucoup des femmes cis qui viennent chercher des services. Et je pense qu'un de des choses avec lesquelles j'ai un peu plus de difficulté, c'est qu'on a un peu plus de difficulté à vous percevoir les femmes cis blanches comme étant une clientèle problématique parce que le traumatisme va avoir l'air différent dans les collectivités trans et queer que dans les collectivités de femmes cis. Donc, c'est pas, mais comme Debbie dit, c'est pas une compétition. Je travaille beaucoup avec les femmes. Il y a cette idée que on va perdre quelque chose, on va perdre notre histoire, on va perdre les collectivités avec lesquelles on travaille. Wow, 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 wow. Les personnes trans ont toujours été dans ces collectivités, puis étendre la diversité des gens avec qui on travaille, ça va toujours nous aider, puis c'est toujours notre but de vraiment défendre tout le monde. Donc, je pense qu'il y a un petit peu un changement de trajectoire qui est nécessaire. On ne veut pas faire ça juste parce qu'on se soucie aussi des personnes trans, c'est parce qu'on reconnaît que la misogynie, la transphobie et l'homophobie, c'est tout dans le même panier. Et si on les permet si on les laisse être séparés, les gens vont gagner. Donc, je vais faire rapidement une question super rapide. Quelles sont vos recommandations pour les fournisseurs de services qui travaillent contre la violence genrée pour réagir à certains des obstacles uniques qui sont vécus par les personnes de la communauté LGBTQ+, queer et trans? Donc, je vais vous demander de répondre vraiment rapidement. Je sais que c'est dur de répondre rapidement, mais j'aimerais que vous donniez seulement deux conseils rapidement. OK? Merci. Je vais dire seulement un conseil pour que je puisse en parler un peu plus longtemps. Et l'idée, c'est de partir du bon endroit. Je pense que quand on pense à comment est-ce qu'on peut inclure les personnes trans dans notre service, je pense que l'inclusion, c'est pas la bonne façon de le voir. Je pense que Donc, mon idée, c'est particulièrement avec les personnes trans, c'est pas de commencer avec le cours trans 101. Je pense qu'on en sait tous comment mettre à jour nos politiques, avoir des salles de bain non genrées, puis comprendre la licorne qui est la personne non genrée. Donc là, je pense que c'est important de voir que juste rajouter les personnes trans à nos services déjà existants, je pense que c'est un peu incomplet. Puis je pense aussi que ça peut être une pratique qui est blessante. Donc, je pense que c'est particulièrement, quelles sont les façons dont on peut repenser notre organisation à partir de la fondation jusqu'à nos services pour vraiment recentrer notre travail sur les personnes trans et queer. Donc, ça, c'est ma réponse très courte. J'adore ça. Debbie ou Émilie, est-ce qu'une d'entre vous aimerait sauter dans la conversation pour répondre? Vous êtes toutes les deux en train de réfléchir pour pas avoir 17 suggestions. Vas-y, Émilie. Eh bien, c'est tellement une bonne question parce que nous sommes un organisme qui travaille auprès de personnes qui ont vécu de la violence genrée, mais qui aussi ont été peut-être des perpétreurs de violence. Donc, et puis, avec les lois qui sont obligatoires, il y a des gens qui se retrouvent à être criminalisés ou avoir leurs actions être criminalisées, alors que il y a un cas où il y avait une personne qui a lancé un jouet, une voiture, qui le lançait vers quelqu'un pour essayer de blesser la personne, puis ils se sont retrouvés à être criminalisés pour ça. Il y a tellement il y a tellement de violence qui est vécue par les personnes criminalisées que les gens ne le reconnaissent pas nécessairement. Mais pour revenir vers mes commentaires initiaux, c'est pas très rapide, là, mais bon, je vais peut-être juste dire un seul conseil aussi. Mon commentaire initial, c'était que nous, en tant que
qu'un organisme qui combat la violence fondée sur le genre et qui est souvent connecté et qui souvent est perçu comme étant un organisme qui dessert les femmes. Mais il faut qu'on fasse un vrai travail pour s'assurer que notre vocabulaire, que nos pratiques, et même si c'est de mettre à jour simplement une feuille, parce que j'ai travaillé dans des organismes auparavant où la feuille n'a jamais été mise à jour. Et ça peut vraiment blesser les gens, ça peut vraiment causer des torts, ça peut faire en sorte qu'il y a des gens qui viendront jamais dans cet organisme. Donc, je pense que pour certains cas, c'est vraiment de base, mais pour d'autres organisations, c'est comme quelles sont tes pratiques d'embauche? Qui est-ce que tu embauches pour travailler? Qui est sur ton conseil d'administration? Qui te donne les bonnes informations sur comment faire ces changements? Qui est-ce que tu écoutes lorsque tu crées des programmes? Donc, s'assurer que tout ça se passe d'une façon qui inclut les personnes qui utilisent tes services, c'est vraiment très important. J'aime beaucoup ça. Merci. Debbie. Émilie l'a mentionné un peu. Je pensais aux pratiques d'embauche et puis poser ces questions sur qui est embauché et qui est sur le conseil d'administration. Je pense que c'est une conversation sur le pouvoir qui a besoin d'avoir lieu. Le secteur est vraiment de façon disproportionnée composé de femmes cis blanches. Donc, si on regarde autour des femmes noires, des femmes blanches, pardon, c'est quelque chose qu'il faut qu'on considère. Si on veut aussi avoir des personnes qui changent vraiment les visages qui se retrouvent sur le conseil, comment est-ce que tu prépares ta maison pour tes visiteurs? Qu'est-ce que tu fais en dehors de juste engager des gens pour t'assurer que ces personnes-là puissent avoir la place pour faire des changements structurels, que ces personnes qui viennent chercher des services de ton organisation puissent vraiment bâtir une relation de confiance avec ton organisme? Il faut vraiment qu'on pense à qui est en position de pouvoir dans l'organisation et être là ensuite pour ces personnes-là. J'aime ça. J'aime vraiment cette idée. Il ne faut pas non seulement nous amener et nous embaucher, mais aussi s'assurer que ce soit une expérience positive pour nous et être prêt à toute résistance ou réaction négative qui peut se présenter parce que il ne faut pas qu'on soit seulement occasionnellement écouté. Il faut que notre voix soit complète et entendue tout le temps. Et oui, je pense que c'est très difficile pour les organismes. Je pense que c'est très difficile pour les organismes qui sont traditionnellement centrés sur les femmes cis parce que, comme tu l'as mentionné, c'est surtout des femmes cis. C'est la mentalité de la sauveuse blanche qui est dans notre secteur. Et si quelqu'un te dit ton espace n'est pas sécuritaire pour moi, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. On a l'habitude de dire, nous, ton espace n'est pas sécuritaire pour moi. Donc, lorsque tu entends quelqu'un te dire, ton espace n'est pas sécuritaire pour moi, les gens se retrouvent se défendent beaucoup. Il faut qu'on soit prêt à ça. C'est correct de ne pas toujours avoir raison. Il faut être prêt à ne pas toujours avoir raison et il faut être prêt à avoir des conversations avec quelqu'un qui dit, je me sens pas à l'aise ici, il faut que tu fasses des changements. Il faut qu'on soit ouverte à ça. Dans ce monde, j'aime dire que à la base, je pense que tout le monde se présente avec un vécu de blessures et de traumatisme. Il n'y a aucun espace qui peut être vu comme étant complètement sécuritaire. Il faut juste reconnaître que parfois on est complicite là-dedans aussi. Et ensuite, la dernière question pour la table ronde, c'est sur comment bâtir des relations et comment bâtir des relations avec les communautés LGBTQ+. Pour nos panélistes, comment est-ce que les organismes qui travaillent contre la violence genrée reconnaissent qu'il y a des histoires d'exclusion et qu'il y a que la confiance a été brisée? Comment est-ce qu'on peut rebâtir ces relations? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que les relations soient bien et saines? Oui, je peux commencer si ça ne dérange pas. Je pensais à cette question. Je pensais en fait à une conversation que j'ai eue avec Phil l'autre jour à propos d'une table ronde sur laquelle j'étais il y a quelques mois. Je ne vais pas en dire quelque chose, mais c'est bon, c'était pas à la Fondation canadienne des femmes, c'était ailleurs. Mais c'était une table ronde avec une conversation très similaire. Puis il y a certaines personnes qui se sont présentées avec
des personnes qui sont présentées qui avaient vraiment l'intention d'être transphobes et homophobes. Donc, ce qui a été très blessant pour moi lorsque je suis ressortie de cette conversation, c'était pas seulement que ça se soit passé, mais c'est qu'en plus, il y a des gens qui étaient complètement choqués que le, euh, la table ronde aurait pu attirer une attention négative de ce genre-là. Alors, j'aime toujours dire, particulièrement pour les femmes cis, si c'est la première fois que tu comprends que le féminisme a fait beaucoup de mal aux personnes queer et trans et aux femmes trans en particulier, il faut que tu sortes et que tu ailles faire ton travail pour voir la profondeur de ces torts-là qui ont été faits. Parce que le féminisme a fait toutes sortes de torts. C'est pas quelque chose qui est confortable à reconnaître. Mais aussi, lorsqu'on pense de ces choses, aux torts qui sont vécus, et tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, je pense que on peut dire que la réparation est une ligne directrice qu'on veut suivre. C'est comme ça que je reviens vers les pratiques d'anti-violence et de féminisme parce que c'est proche de mon cœur, cette idée qu'il faut et on doit réconcilier et réparer les choses. Et je pense que la Fondation canadienne des femmes fait un bon travail en ce sens. Il faut savoir qui sont nos collaborateurs. Quand tu te mets à parler vraiment avec les organismes avec qui tu travailles, à quel point il y a de la transphobie puis de la misogynie qui est déjà dans certains endroits. Donc, je pense qu'il y a une nuance à savoir quand est-ce qu'on veut travailler avec certains organismes parce qu'on est à l'aise et comment est-ce qu'on peut travailler avec certains organismes avec qui on n'est pas à l'aise pour essayer d'améliorer les choses puisqu'on ne peut pas se laver les mains de ce qui se produit dans le secteur. Mais comme on parlait aujourd'hui, il faut essayer de penser que c'est de là que viennent notre voix, notre pouvoir, nos origines. C'est très facile de se laver les mains puis de s'éloigner de cette histoire, alors que les organismes féministes, il faut faire ce travail difficile de réparer les relations puis d'adresser les problèmes d'homophobie et de misogynie dans notre secteur. Je vais ouvrir une dernière fois avec les dernières pensées de Debbie et Émilie avant qu'on passe aux questions et réponses. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose? Oui. C'est pas égoïste individuellement, c'est un peu égoïste pour un organisme pour lequel je travaille. Lorsqu'on parle de réparer les relations, ce serait merveilleux de voir les refuges. Et on parle de recentrer les voix. J'aimerais bien voir plus particulièrement dans le secteur des refuges, de parler des problèmes qui existent. Et un exemple très, très simple, par exemple, il y a le plan d'action LGBTQ+, qui veut, on l'espère, des provisions particulières pour parler de l'expérience de la violence des personnes LGBTQ+. Et je veux voir ce plan d'action. Je veux qu'il soit bon, pas seulement juste pour les personnes LGBTQ+, mais je veux voir ce document politique qui est officiel pour le secteur. Je veux qu'il soit aussi officiel pour tout le monde. Je veux voir de la colère, la même colère que nous, on a, parce que nous, on s'était fait promettre ce plan d'action, puis ça fait bien plus que 100 jours comme on a été promis. Je veux que les gens soient fâchés, que le plan ne soit pas sorti comme on s'était promis, parce que notre mouvement, les gens veulent voir des changements dans le monde pour la justice de la diversité des genres. Il faut aussi que ce soit quelque chose qui intéresse tout le monde. Je veux que les gens soient plus investis et plus vocaux par rapport à voir quelque chose de fort ressortir pour nos collectivités aussi, parce qu'on fait partie de la même collectivité ensemble, au fin de fond, du compte. J'aime ça. Émilie, est-ce que tu peux rajouter quelque chose? Non? OK. J'essaie qu'on puisse se rendre à la section des questions et réponses. Ma dernière pensée là-dessus, ce serait que les conversations, ces événements là-dessus, c'est un peu comment est-ce qu'on peut réparer certaines relations. Puis on voit toutes sortes d'organismes. Et c'est possible pour vous aussi de participer à ça. Écrivez des courriels, bâtissez des relations avec votre collectivité, avec les organismes autour de vous. Parce que parfois, ce sont les personnes, les organismes marginalisés qui ne sont pas au courant. Parfois, ce sont les grands organismes qui ne sont pas au courant. Donc, des fois, même
En fait, il y a beaucoup de nos organismes queer trans qui n'ont pas souvent un département des ressources humaines et des communications et ainsi de suite, mais quand même, on veut essayer de bâtir mutuellement des relations avec tout le monde. Sur écrivez des questions dans la boîte questions-réponses à laquelle vous devriez avoir accès dans l'interface Zoom. Par rapport aux questions, la première est une question d'envergure. C'est une demande de ressources. Est-ce qu'il y a des suggestions où est-ce que les gens peuvent aller pour apprendre davantage sur le contexte LGBTQ+? Qu'est-ce que vous aimeriez partager par rapport à ça? Quelles sont les ressources que vous aimez? Moi, je vais sauter là-dessus. Je vais dire que Wave a fait ça. Alors, notre organisation est vraiment soutenue pour faire exactement ce type de travail. Donc, on partage notre compréhension, nos connaissances. Si ça t'intéresse, va voir notre site Web. Je veux dire aussi que j'aime toujours parler de NW Network qui est à Seattle. C'est sûr que c'est peut-être un peu plus proche de moi que pour d'autres personnes à travers le pays, mais c'est un organisme anti-violence qui a beaucoup de ressources et qui offre beaucoup de soutien et d'appui. Ils sont vraiment géniaux. Ça, ce sont mes suggestions. Merveilleux. Merci, Félix. Baby, j'ai 2 recommandations. Il y a le réseau d'apprentissage qui est avec Western University pour parler non seulement de quelque chose sur lequel j'ai travaillé, mais j'étais co-auteur avec 2 collègues qui font toutes partie de la communauté LGBTQ+. Certaines avaient travaillé auprès d'organisations anti-violence, puis on a écrit un éditorial qui discute des tensions par rapport à l'inclusion des personnes LGBTQ+. Je pense que le lien se trouve dans le chat maintenant. Ça, c'était vraiment intéressant à écrire. Ça m'a beaucoup amusé d'écrire l'histoire sur l'historique. Je suis sûre que ça a ressorti par rapport à mes mentions du contexte historique aujourd'hui. Mais j'ai aussi parlé de Wisdom to Action, qui est vraiment qui parle particulièrement de l'expérience de la jeunesse LGBTQ+. Il y a des ressources et des ateliers qui sont mis en place et qui sont offerts dans différents endroits du pays. Regardez, jetez un coup d'œil à ça, particulièrement pour l'expérience des jeunes. Donc, si vous desservez une jeune population, vraiment regardez ces ressources-là. Émilie, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Je veux juste dire peut-être parler de 2 organisations bispirituelles, particulièrement un des organismes qui travaille pour les femmes autochtones assassinées, disparues, et de regarder un peu les recommandations qu'elles offrent pour quoi faire pour l'avenir. Je pense que ça, c'est un espace où cette nuance est bien discutée. Et je voulais simplement souligner qu'il existe des réponses, des réactions par rapport au plan d'action qui avait été promis, qui n'est pas encore sorti. Je vais inclure tout ça dans le chat s'il y a des gens qui veulent regarder ça. Et je vous encourage de regarder Two Spirits in Motion Society qui travaille nationalement sur l'île de la Tortue pour soutenir les personnes autochtones à travers le pays, les autochtones bispirituels plutôt. Et je veux remercier Debbie, Émilie et Félix pour toute la sagesse qu'elles ont partagée avec nous aujourd'hui. Je vais redonner la parole à Hélène de la Fondation canadienne des femmes. Merci à tout le monde. C'était vraiment un plaisir de vous avoir pour cette conversation avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Fée, Debbie, Félix et Émilie, pour cette conversation enrichissante. Merci à tout le monde de vous être rejoints à nous. On est vraiment reconnaissante que vous soyez présentés aujourd'hui pour toutes les façons dans lesquelles vous êtes présentés dans cet espace pour s'assurer qu'on ait un futur plus brillant. On va avoir une autre table ronde de discussion demain qui va être un peu plus centrée sur les fournisseurs de services sociaux. Donc, on va avoir des personnes qui vont parler de différentes organisations et il va y avoir, entre autres, Conseil québécois LGTBI. Et inviter vos collègues, vos contacts. Merci aux interprètes. Et rappelez-vous que l'enregistrement de la présentation d'aujourd'hui sera partagé sur YouTube. Passez une belle journée.